Les parents peuvent faire des choses. On peut faire des choses en tant que parents. On peut amener à des facteurs protecteurs vis-à-vis des troubles alimentaires. On peut aussi diminuer la vulnérabilité en changeant sa propre vision aussi des choses, du poids, du corps, de l'alimentation, en s'ajustant juste dans son discours et dans son comportement. Bonjour et bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Moi c'est Laure, je suis médecin et maman et la créatrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux sociaux et la newsletter. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi sensible que crucial. Les troubles des conduites alimentaires ou TCA. Anorexie, boulimie, hyperphagie, des mots qui font peur et qui sont parfois mal compris, mais qui touchent pourtant beaucoup d'ados, filles et garçons. Ce sont des troubles complexes, silencieux parfois, mais profondément ancrés dans le rapport au corps, à l'image de soi, aux émotions et souvent aussi dans le regard des autres. Alors dans cet épisode, on va prendre le temps de comprendre ce que sont vraiment les TCA. Comment les repérer ? Quels signes doivent nous alerter ? Quels sont les facteurs de vulnérabilité ou les facteurs protecteurs ? Quel rôle jouent les émotions, la famille, les réseaux sociaux, les discours sur le corps et sur la nourriture ? Vous verrez qu'on va dénoncer certaines expressions comme tu dois faire attention, tu dois faire régime à l'adolescence. Pour en parler avec justesse, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée prestigieuse, engagée depuis longtemps sur ces questions, le docteur Camille Ringot. Camille est maman, mais aussi psychiatre dans un service hospitalier de nutrition clinique. Elle accompagne des adultes atteints de TCA, mais son expérience permet de mieux comprendre ce qui s'ancre bien plus tôt, souvent dès l'adolescence. Je sais que cet épisode résonnera chez beaucoup, en particulier celles et ceux qui sont directement ou indirectement touchés par ces troubles. Si c'est votre cas, on vous envoie tout notre soutien et on vous souhaite une écoute la plus douce possible. Hello Camille, merci d'être avec nous pour parler des troubles des conduites alimentaires, c'est ça exactement le terme. Est-ce que tu peux me dire la musique de ton adolescence, quelle était-elle ? Ah oui, je vais te dire. La musique de mon adolescence qui m'a beaucoup marquée, c'était une musique d'Avril Lavigne. Et donc on imagine Camille pantalon large avec les petits bracelets à clous. C'est ça, les petits bracelets à clous, les yeux noirs, les yeux hyper noirs, les pantalons d'homme, les baskets ethnies aux Vans et la veste militaire en mode fausse rebelle, clairement. Mais oui, c'était ça. Je suis très, très inspirée par Avril Lavigne. Et donc cette adolescente que t'étais, elle allait plutôt bien ou c'était un passage un peu difficile pour toi ? Je dirais un passage un peu difficile. Ouais. Moi, j'étais plutôt introvertie, très anxieuse déjà de base. Je le suis toujours un peu, mais à l'époque, plutôt introvertie, anxieuse. Et je pense que j'ai essayé de chercher à travers ce style vestimentaire un peu une adhésion à un groupe, d'essayer de faire partie en fait d'une bande. Et ça a été le cas, du coup. Et ça a marché ? Ça a un peu marché, ouais. Donc, on peut dire aux parents que finalement, si nos ados, nos jeunes ont un look un peu spécial, on va dire, dans lequel on n'est pas trop en accord, tu suggérerais, toi, en tant que psychiatre, de laisser couler ? Alors, peut-être pas dans les extrêmes, mais ça peut aider à trouver une certaine place, même si c'est pas la bonne façon de la trouver, on va dire. Ouais, une certaine affirmation de soi aussi. Moi, ça a pu m'aider, en tout cas. Bon, alors on a un peu, on est un petit peu hors sujet, mais aujourd'hui on traite donc de ces fameux TCA et j'ai pour habitude d'interviewer des ados, des jeunes. Alors je vous invite à écouter ce qu'ils en disent. Moi j'ai commencé à entendre parler des troubles alimentaires sur les réseaux sociaux. Je vois notamment des vidéos de personnes qui racontent leur passé en disant qu'ils avaient des troubles alimentaires et qui font des vidéos de prévention pour dire que c'est dangereux et qu'il faut faire vraiment très attention à ça. C'est extrêmement préventif parce que quand on recherche quelque chose en rapport avec qui peut être comme si on avait des troubles alimentaires par exemple, on a tout de suite un texte de prévention en disant qu'il faut en parler ou qu'on peut appeler tel numéro pour en parler. Personnellement dans mon collège et dans ma famille, mes amis, dans mon entourage, on n'en a jamais vraiment parlé, j'ai jamais connu quelqu'un qui a subi ça. J'ai pas vraiment été prévenue. À part quand on va sur les réseaux sociaux justement et qu'on cherche des numéros, etc. J'ai jamais connu quelqu'un qui a vraiment subi quelque chose comme ça. En tant que jeune, on n'a jamais entendu parler au collège, dans notre établissement, de tout ce qui était TCA, trouble du comportement alimentaire. Et j'ai déjà eu des amis ou moi ou mon entourage qui ont eu des comportements alimentaires comme l'anorexie
ou la boulimie. C'est un sujet qui nous affecte beaucoup avec les remarques qu'on entend tous les jours et c'est difficile parce que personne peut nous aider à en sortir à part nous. On a un peu honte d'en parler avec nos parents ou un autre adulte ou même nos amis qui peuvent nous juger parce que on peut dire que ça sert à rien, que c'est une imagination, que c'est pas réel. Alors qu'en réalité, c'est très réel et on peut en souffrir très profondément. J'ai déjà vu des personnes qui ne mangeaient pas à la cantine, qui avaient peur de grossir ou de maigrir. Tout remarque, ça peut engendrer un comportement alimentaire. Moi, j'en parle avec mes personnes qui sont très proches de moi, mais sinon, non, je ne pense pas qu'on en parle beaucoup, parce que c'est comme j'ai dit, c'est une honte dans notre génération. L'année dernière, donc quand j'étais en 4e, j'avais énormément de remarques dans le passé et dans le présent sur mon corps, comme quoi j'étais trop grosse, plein de remarques hyper méchantes. Et puis j'ai voulu maigrir et au final c'était pas bien passé parce que je savais pas comment faire. Quand je me privais trop, après je recommençais à manger en très grande quantité. Et quand j'ai compris qu'en fait ça servait à rien d'écouter tout le monde, j'ai recommencé à manger normalement comme j'avais envie. Des fois on y repense, mais petit à petit on peut guérir si on le veut, si on y pense très fort et si on a un bon entourage. Moi, j'étais accompagnée de mes meilleures amies. Et justement, Camille, les jeunes, ils en parlent facilement des troubles des conduites alimentaires. Ils sont courants que ça existe ou à l'inverse, quand ils en ont, ils arrivent à aborder, selon toi ? Pas assez. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez notion de ce que c'est. On n'en parle pas assez. Ça reste un sujet qui est malheureusement encore beaucoup tabou. Ils comprennent pas forcément les enjeux en fait de tout ça. Donc, c'est un sujet qu'il faudrait vraiment pouvoir aborder avec eux. Et justement, l'anorexie, elle touche 0,9% des femmes et la boulimie 1,5% des femmes. Bon, alors aujourd'hui, il y a des nouveaux critères du DSM-5, comme on dit. Alors on dit entre 0,3 et 3%. Bref, en tout cas, à l'adolescence, ces troubles, même sous forme atténuée, concernent une adolescente sur 4 et un adolescent sur 5. Et ils se déclarent le plus souvent à la puberté, entre 14 et 18 ans pour l'anorexie. Et seule la moitié des personnes est traitée pour ces troubles, alors que 5% des personnes souffrant d'anorexie mentale en décèdent à long terme. Ça, c'est vraiment glauque, hein, faut dire ce qui est, mais c'est une réalité de terrain, non ? Ouais, c'est une réalité. On le sait aussi très peu. C'est une idée reçue qu'on a que l'anorexie mentale, ce serait pas forcément une maladie grave et que ce serait peut-être un caprice, justement un caprice d'ado. On dit souvent ça. Ouais. Mais non, c'est une maladie qui est très grave et c'est la maladie psychiatrique qui est la plus mortelle en fait. Ça non plus, on le sait pas. Ça touche 5 à 10% des patients qui peuvent décéder de leurs troubles. Donc, ouais, et ça, c'est des chiffres de Santé publique France, donc on les sort pas de notre poche. C'est une réalité, quoi. Complètement. Toi, justement, est-ce que tu peux nous donner une définition des troubles des conduites alimentaires ? Si on veut être un peu simple aussi, pour expliquer les choses, je dirais que les troubles alimentaires, donc, ce sont des maladies, déjà, ce sont des maladies psychiatriques qui se manifestent par une perturbation du comportement alimentaire, un rapport perturbé à l'alimentation et à son corps, qui va entraîner une souffrance psychologique intense, et qui va durer dans le temps. Ça aussi, c'est un critère qui est important. Il faut que ça dure dans le temps et que ce soit pas juste un passage, juste un tout petit temps. Donc voilà, un rapport perturbé à l'alimentation. Quelque chose qui s'installe. Donc il y a différents types, différentes formes, comme l'anorexie mentale, qui est peut-être celui que les gens imaginent connaître le plus. Ouais. La boulimie, l'hyperphagie. L'orthorexie aussi. Ça fait partie de ces troubles, là où il y a un contrôle excessif de la nourriture. Ouais, l'orthorexie, c'est un peu à part, parce que c'est pas encore classé dans les troubles des conduites alimentaires ou dans les troubles mentaux même. C'est encore en débat. Après, il y en a qui disent que ça se rapproche beaucoup, et effectivement, ça se recoupe un petit peu entre les troubles alimentaires et les troubles obsessionnels. Et c'est vraiment des obsessions par rapport au fait de manger sain, ou dit sain, avec des préoccupations qui prennent énormément de place dans la vie de la personne, et qui va induire une souffrance importante. Donc on voit bien déjà le retentissement aussi, et ça peut arriver aussi chez les adolescents dans notre société. Et justement, comment nous, ou même les parents, on va différencier un comportement qui va être bizarre chez notre enfant d'un comportement qui est vraiment inquiétant ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un comportement bizarre déjà ? Ouais, ou une petite manie, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Les signes qui peuvent alerter finalement sur des comportements chez un adolescent qui serait en train de souffrir d'un trouble alimentaire ou qui commencerait à souffrir d'un trouble alimentaire, ce serait qu'il s'isole. Déjà, c'est un premier critère qui a vraiment un changement avec l'état antérieur, que l'adolescent s'isole, s'enferme, ne participe plus en fait au repas, au moment en famille, qui se retire.
qui se retire des moments de repas aussi, ça c'est hyper important, ou qui commence à avoir des questions, des préoccupations autour de ce qu'il y a dans son assiette, de l'alimentation en termes généraux, de son corps, du poids, des préoccupations autour de l'apparence et l'exercice physique, un adolescent qui va s'investir plus dans une activité, mais en disant c'est pour que mon corps change. Donc ça, c'est des signes qui doivent quand même alerter. Un adolescent qui se restreint, qui après perd du poids, si on voit qu'il mange moins et qu'il perd du poids, ou qu'il prend du poids aussi, ça peut être un autre signe d'alerte. Donc les variations de poids, c'est quelque chose qui est important. Et après, un adolescent qui manifeste une souffrance, déjà rien que quand on lui pose la question, qui peut exprimer le fait qu'il se sente mal vis-à-vis de son corps ou vis-à-vis de son poids, vis-à-vis de son alimentation, ou globalement, moralement. Et justement, t'estimes qu'en tant que parent, on doit, entre guillemets, mettre les pieds dans le plat, c'est ce qu'elle veut dire d'ailleurs, ou aller sur le sujet en disant, voilà, cette situation m'inquiète, ou laisser un petit peu de temps justement pour peut-être que ça se déverrouille tout seul. Alors, il peut y avoir des comportements qui sont très passagers. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut pas forcément s'alerter d'emblée et sauter sur son ado et lui dire « Ah là là, t'as pas mangé un repas, c'est la catastrophe. » Je pense qu'il faut pas être extrême dans ses positions et dans ses remarques. Mais si c'est quelque chose qui commence à se répéter, il faut intervenir le plus tôt possible, parce qu'on sait que plus on met en place des soins précocement, et plus ce sera favorable en fait pour la suite. Donc il faut quand même pouvoir dire les choses. Et pour moi, il faut vraiment communiquer, mettre les pieds dans le plat, comme tu dis. Je pense que c'est important. Et il faut le dire avec nos mots et nos inquiétudes, sans pointer l'adolescent en lui disant tu fais des choses qui vont pas dans le bon sens pour ta santé, tu fais pas bien, tu fais pas ceci. Il faut dire j'observe, plutôt de parler de soi, et j'observe que tu manges moins, j'ai l'impression que tu perds un peu de poids, moi ça m'inquiète, ça me fait penser peut-être à des difficultés avec l'alimentation. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu pourrais m'en dire quelque chose? Qu'est-ce que tu sentirais de me dire? Et si tu veux pas le dire là maintenant, est-ce que sache que je suis là en fait. Sache que je suis là et que je peux en parler avec toi. Et quels seraient tes besoins? Ce que tu décris, c'est génial parce que c'est vraiment des règles de communication non violente. Les faits, voilà ce que j'observe. Ouais. Mes émotions, mes peurs, voilà en quoi je suis inquiète ou inquiet. C'est ça. Et ce qui marche le mieux finalement. Ouais, ce qui marche le mieux parce que les jeunes et les moins jeunes même. Je dirais que mais ça marche. Moi depuis que je connais ça, mais je revis. Ça marche au boulot, ça marche avec nos collègues, etc. Et nos enfants. Et tu donnais l'exemple des repas qui seraient fait soit pas en famille, soit de façon isolée, etc. C'est vrai que moi, j'ai toujours l'image des repas en famille. C'est un moment aussi où on discute, on fait un peu le bilan de la journée. Il y a certains enfants qui parlent plus, d'autres un peu moins, mais on peut aller chercher des infos aussi. Tu penses aussi, comme moi, que c'est important, si on peut, de garder ces moments de repas en famille? Ouais, je pense que c'est important. Le repas, l'alimentation, ça reste quelque chose de convivial aussi. Il n'y a pas que l'aspect nutritionnel, il n'y a pas que l'aspect santé physique, santé mentale, il y a aussi l'aspect convivial autour de l'alimentation. Et si on n'a plus cet aspect-là, ça peut être un facteur de risque derrière de développer des désordres alimentaires. Je suis totalement d'accord avec toi. Justement, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ces facteurs de vulnérabilité, parce qu'il y a aussi des facteurs protecteurs. Est-ce que justement tu peux nous aiguiller sur les facteurs de vulnérabilité? En fait, ce qui est important de comprendre avec les troubles alimentaires, c'est qu'on parle de facteurs de vulnérabilité sur lesquels vont s'inscrire des déclencheurs qui vont faire qu'on développe les troubles. Pour moi, les facteurs de vulnérabilité, si on peut imager un petit peu les choses, c'est un peu le terreau fertile, qui va être plus ou moins fertile, dans lequel peut se développer des troubles alimentaires. Ce terreau-là, il peut être alimenté par plein de choses. Ça peut être la génétique, déjà, chose qu'on ne choisit pas forcément. Mais ça peut être aussi l'environnement, l'éducation, la culture, les événements de vie, etc. Et du coup, dans ces facteurs de vulnérabilité, on retrouve plein de choses. On retrouve aussi bien le fait d'avoir une éducation très contrôlée autour de l'alimentation, qui peut être un facteur de risque, le fait d'avoir des parents qui diabolisent certains aliments, par exemple, ou qui parlent beaucoup de régime dans la famille, qui parlent beaucoup de contrôle corporel, qui sont très préoccupés par leur poids, des choses comme ça, ça peut induire une vulnérabilité aux troubles alimentaires. C'est aussi l'évolution dans notre société qui met beaucoup de pression, qui est sur l'idéal de minceur, malheureusement, avec une société qui est très grossophobe dans ses propos aussi, et qui peut fragiliser du coup aussi bien l'enfant, l'adolescent.
Et après, il y a les événements de vie. Ça peut être le fait d'avoir vécu des traumatismes, du harcèlement à l'école, le fait d'avoir subi des propos aussi grossophobes ou des propos autour de son image, de son corps, de son poids qui a pu fragiliser derrière. Et pour finir, je dirais qu'il y a aussi tout ce qui est facteur de risque un peu interne, de traits de personnalité, avec des adolescents qui seraient plus fragiles quand il y a beaucoup d'anxiété, quand il y a une estime de soi qui est très faible, quand il y a des traits aussi, par exemple, de perfectionnisme. Enfin voilà, il peut y avoir d'autres choses. Et en fait, c'est très très multiple les facteurs de vulnérabilité. Et on n'est pas obligé de développer des troubles alimentaires quand on a des facteurs de vulnérabilité non plus. Donc c'est là où il faut que ça rencontre des facteurs déclenchants. Et est-ce qu'on peut modifier ces facteurs? Tu parlais un petit peu de traits de caractère, de perfectionnisme, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ou nos parents peuvent travailler? Il y a des choses sur lesquelles on peut pas du tout bouger. Forcément, la génétique, par exemple. J'ai un parent qui a souffert de troubles des conduites alimentaires. J'ai, dans ma génétique, une vulnérabilité à développer des troubles alimentaires qui est possible et ça, je peux pas le maîtriser. Mais après, par exemple, dans mon éducation, là, en tant que parent, on peut agir sur ça. On peut agir sur nos propos, le fait de peut-être faire attention à ce qu'on dit dans nos mots et faire attention à ce qu'on fait. Donc peut-être moins parler ou pas, ne pas aborder la question du poids, du corps, éviter les remarques en fait autour du corps, permettre de mettre en avant l'adolescent par rapport à ses valeurs et le détacher de l'apparence physique, de pouvoir justement éviter de s'auto aussi dénigrer. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup malheureusement en tant que parents. Il y a beaucoup de parents qui font ces remarques-là de façon assez spontanée dans notre société aujourd'hui, de dire oh là là, j'ai trop mangé, je vais faire attention demain, il faudrait que j'aille faire du sport, ça va être l'été, je devrais faire gaffe, là j'ai un peu honte de me mettre en maillot de bain. Des choses qui peuvent paraître assez simples, mais qui finalement, dans la tête d'un enfant qui se construit, va ancrer l'idée que l'apparence est importante, que la prise de poids serait négative, que du coup la perte de poids serait positive. Enfin, voilà, ça met une place à l'alimentation et une place par rapport au corps qui est pas finalement la bonne et qui peut être une vulnérabilité sur laquelle on peut agir. Surtout que le parent, il peut dire ça avec son recul à lui, limite entre guillemets en rigolant, avec un ton un petit peu léger, parce que des fois il l'interprète comme ça, j'ai une petite bedaine, etc. Oui, et c'est pas forcément, c'est pas du tout négatif. C'est pas forcément négatif. C'est pas mal intentionné non plus. Enfin, ça part pas de mauvaises intentions du tout. Mais c'est vrai que ça peut être interprété et c'est important soit d'expliciter les choses clairement avec l'enfant dans ces cas-là, soit d'essayer de modifier sa façon de dire et de communiquer à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs? Bah du coup, oui. Dans notre façon d'éduquer nos enfants, je pense qu'il y a des choses qui peuvent protéger. On disait tout à l'heure le fait de maintenir des repas en convivialité. Je pense que ça fait partie des choses qui sont très importantes. L'exemple type, ça va être une patiente à laquelle je pense là, qui est pas là pour s'occuper des repas de son enfant et en même temps elle est mère célibataire. L'enfant, par exemple, il est en surpoids. On en a beaucoup parlé parce qu'il y avait plein de règles à mettre en place. Et en même temps, on fait comme on peut, quoi. Et je te rejoins vachement sur l'idée que une fois qu'on le sait, on peut aussi instaurer des nouvelles habitudes et puis peut-être ces moments en famille, si on peut pas les faire en semaine, les jours de boulot, on peut peut-être les faire le week-end, essayer de valoriser dès qu'on peut, en fait. Je dis ça, je suis la première quand j'ai pas le temps à ne pas pouvoir manger en même temps que les enfants. Et dès qu'on peut le faire, on le fait. Et on le fait aussi potentiellement sans écran. C'est un des trucs aussi qui va être important dans le rapport à l'alimentation, de pas être derrière une télé, de pas être derrière son téléphone. Enfin, il y a plein de petites actions sur lesquelles on peut jouer comme ça. Et ça peut être aussi juste garder des temps en famille, même en dehors du repas. Rien que le lien en famille, c'est quelque chose qui va protéger finalement du développement de troubles alimentaires parce que on maintient aussi des activités, des loisirs, des passions qui vont en dehors de l'apparence, la comparaison à l'autre, la performance. Enfin, on est sur autre chose et c'est ça qui est important aussi. Et ce lien familial, il fera l'objet d'un autre épisode avec Marie Perarnaud de la Maison des Maternelles. Et ce que tu dis, c'est très juste. Il y a les moments de repas en famille, mais ça peut être aussi construit autrement. C'est pas forcément ça. Et par rapport aux écrans, j'ajouterais aussi que
finalement, quand on a des écrans, au-delà de capter l'attention, il y a aussi ce côté finalement que tu manges pas vraiment en conscience, en fait. Complètement. Tu te gaves un ça peu. Déshabitue, en fait. On est détaché de ces sensations corporelles. On ne ressent plus correctement ni sa faim, ni sa satiété. Du coup, c'est aussi un facteur de risque. D'être déconnecté comme ça de son corps, c'est un facteur de risque derrière de développer des désordres alimentaires. Ça fait partie aussi des choses qui sont hyper importantes. Ouais, et donc tu as parlé des facteurs de vulnérabilité, des facteurs protecteurs qu'on pouvait modifier parfois l'un et l'autre. Et tu as parlé aussi de déclencheurs. C'est quoi ces déclencheurs à l'adolescence ? Les déclencheurs, ils peuvent être multiples déjà, ils peuvent être très variés d'une personne à l'autre, mais un déclencheur qui revient énormément, qui est le plus fréquent finalement, c'est la mise en place d'un régime pour perdre du poids, un régime restrictif. Ça, malheureusement, c'est des choses qu'on retrouve très, très, très fréquemment dans les histoires des patients qu'on suit. Le fait d'avoir voulu, à un moment donné, peut-être perdre un petit peu de poids. Là, si je reprends des exemples, j'ai des exemples très concrets qui me viennent dans la tête, mais il y a eu beaucoup la même histoire du confinement. En fait, j'ai énormément de patients qui m'ont parlé de cette période du confinement qui tombait en même temps que leur adolescence, une période à risque aussi de développer des troubles alimentaires parce que l'adolescence, c'est des changements corporels, c'est des changements hormonaux, c'est des questionnements identitaires, c'est aussi beaucoup de comparaisons vis-à-vis des autres, une recherche d'intégrer un groupe de pairs, d'être apprécié, d'être aimé. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent, c'est une période à risque et il est possible à ce moment-là, et je l'ai beaucoup entendu, de vouloir agir sur son corps, vouloir perdre un peu de poids pour être peut-être mieux intégré aussi au sein de son groupe d'amis. Et j'ai beaucoup de patients comme ça qui, au moment du confinement, alors ça a été aussi un facteur peut-être à risque à ce moment-là, d'isolement, etc., ont suivi des programmes en fait sur les réseaux sociaux ou à la télé de choses qui permettaient de perdre un petit peu de poids ou de faire plus d'activités. Et sur cet élément-là, qui ont développé derrière des troubles alimentaires parce qu'elles avaient un facteur de vulnérabilité derrière. Elles avaient un terrain vulnérable qui a fait qu'elles ont développé des troubles alimentaires. Donc les régimes, c'est un des points qui est vraiment très, très important en fait dans le développement des troubles alimentaires. Alors on va justement enchaîner directement avec cette notion de régime. C'est délicat en tant que parent aussi quand on a un enfant qui en parle. Déjà, c'est déjà bien quand il en parle, parce que des fois c'est fait un petit peu en solo, discrètement, en secret. Pourquoi parler de régime avec un ado, c'est aussi risqué ? Parce que la vraie notion de régime, ce terme-là, je peux vous dire que moi je l'aime pas du tout. Non plus. Donc j'aimerais bien passer des petits messages. Voilà, on utilise aussi des fois des autres termes qui sont plus doux, comme des réajustements, ce genre de choses. Comment en parler à l'ado ? Ça, c'est hyper compliqué, je trouve. Ouais. Parce que pour moi, une période où l'enfant, l'adolescent est encore en cours de développement, il ne faudrait pas parler de régime. Il ne faudrait pas parler de rééducation alimentaire ou de choses comme ça. Il y a des ajustements, je pense, qui peuvent être faits et je pense qu'il faut être très vigilant avec les termes qu'on utilise, avec ce qu'on propose de mettre en place ou pas. Mais moi, mon point de vue, c'est plus d'éviter ce genre de... Je sais pas comment le dire. Ce genre d'expression, en fait. D'éviter ce genre d'expression, d'éviter ce genre de comportement avec un adolescent, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand la croissance, elle est pas finie, le temps et la croissance font énormément, en fait. Moi, malheureusement, j'entends aussi régulièrement dans les histoires des patients qui ont développé des troubles alimentaires des jeunes, ils me racontent quand ils étaient enfants, qui sont allés voir un médecin, qui sont allés voir un pédiatre, sous conseil de leurs parents ou pas, et qui à un moment donné, on leur a dit il va falloir que tu fasses attention. Il va falloir que tu fasses attention à ton alimentation, à ton poids, parce que là, sur la courbe, le poids, il monte plus vite que la taille. Et en fait, c'est des personnes qui, sur un terrain qui étaient déjà vulnérables, derrière, ont eu des préoccupations alimentaires et corporelles qui étaient très fortes et ont pu mettre en place des choses. Alors, c'est peut-être survenu un peu plus tard, à l'adolescence justement, mais ça vient de là aussi. C'est-à-dire que ça a joué fortement dans la mise en place du trouble alimentaire à un moment donné et je pense que ça, c'est très néfaste en fait dans le développement d'un enfant, d'un adolescent, de lui dire de faire attention. On ne devrait pas dire à un enfant de faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire. On devrait le laisser quand même évoluer dans sa croissance et voir ce que ça donne peut-être sur le long cours. Laisser le temps en fait, laisser quand même le temps à l'enfant de se développer. Parce que ces expressions-là, finalement, alors arrête-moi si je me trompe, c'est
finalement, c'est le mot régime qui est camouflé. Quand on dit faire attention, t'as pas le droit à un dessert parce qu'il faut que tu fasses attention. On dit pas que tu fais régime, mais ça sert. Ouais, c'est ça. Et j'ai des patients qui me disaient, moi, du coup, mes parents, pour répondre à l'inquiétude du médecin, m'interdisaient de manger des produits industriels, des bonbons, des choses comme ça. Et du coup, j'allais chez les copains. Et quand j'étais chez les copains, je m'enfilais tous les bonbons, en fait. Enfin, voilà, ça peut induire des comportements qu'on n'attend pas et qu'on ne souhaite pas. Hein, mais malheureusement, quand on interdit, quand on restreint un enfant qui se construit et qui se développe, ça peut créer des choses très complexes, et chez l'adulte aussi d'ailleurs. J'allais dire, il n'y a pas que les enfants. Quand il y a de la frustration, c'est ce qu'on dit aussi aux adultes, qui doivent faire attention, ce terme. Mais en vrai, c'est ça. Quand il y a de la frustration, c'est pareil pour tout le monde. On a envie de se jeter à un moment ou à un autre sur le paquet. Plus on se frustre, plus on se restreint, et plus on risque d'avoir des compulsions derrière, en fait. Et l'intention parentale de bien faire, est-ce qu'elle peut aggraver justement cette insécurité alimentaire C'est le problème de notre société d'aujourd'hui. En fait, on en parle énormément là ces derniers temps en plus. Mieux manger pour sa santé physique, pour sa santé mentale, une alimentation optimisée. L'alimentation, elle joue sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Et c'est vrai. Et on fait attention à la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange. Et plus on mange équilibré, varié, du fait maison, et mieux c'est, effectivement. Le problème, c'est que des fois, en écoutant le discours dans notre société, on a un discours qui est trop extrême, qui va diaboliser du coup une certaine alimentation, qui va créer des interdits. Et sous couvert de bien faire, on peut créer des frustrations, créer des désordres alimentaires, parce que à un moment donné, j'écoute plus mon plaisir et mes envies, j'écoute mon besoin de qualité nutritionnelle pour mon corps. Et il y a un moment donné où j'intellectualise finalement plus mon alimentation que je ne la vis. Et c'est plus du tout spontané, c'est plus du tout naturel, et c'est là où on peut développer des désordres alimentaires. Mais sous couvert, au début, de vouloir bien faire, si on est trop extrême, on peut créer des problèmes. Est-ce que ça peut se manifester très tôt dans la vie d'un ado, même à la préadolescence déjà, genre au primaire, en fin de primaire? Ouais, ça arrive. Il y a des très jeunes, et d'ailleurs de plus en plus jeunes ces dernières années. On voit de plus en plus de formes de troubles alimentaires assez tôt, mais rien que la question de vouloir perdre du poids, on peut vers 6-7 ans déjà dire je veux manger moins pour perdre du poids, ou parce qu'on m'a fait une remarque à la récré, parce que moi j'ai des patients qui m'ont dit, j'ai eu des remarques de la maîtresse qui m'a dit si tu continues à manger trop de chips, tu vas finir par devenir grosse, devenir obèse, alors qu'elle l'était pas, hein, mais je veux dire, ça crée des préoccupations, et du coup l'enfant peut venir questionner le parent et dire moi je voudrais arrêter de manger certains sucres, ou je voudrais juste perdre un peu de poids, en fait. Donc ça peut arriver très tôt. Ouais, c'est terrible ce genre de remarque en fait. Surtout qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie du jeune, des fois d'avoir une remarque de quelqu'un d'extérieur qui visualise, entre guillemets, qui a un état, un instant T. Non, mais c'est vrai, à un moment T, il y a pas mal de jeunes, moi je vois avec les hormones, des fois on peut avoir un petit bidon, tu sais, même les mecs, ils peuvent avoir un petit peu de sein, comme on dit vulgairement, mais c'est pas très grave en fait, souvent, c'est parce qu'hormonalement ça crée ça, c'est normal. Mais c'est vrai que déjà les enfants entre eux sont pas forcément très très simples, très tendres. Mais même les adultes qui sont autour d'eux dans leur scolarité ou leurs activités périscolaires, je pense qu'il peut y avoir des remarques comme ça qui sont dites à un instant T sur un truc en particulier, qui peuvent rester gravées. Et ça fait partie aussi des discours que j'ai de patients, en fait, qui me racontent dans leur passé avoir eu des remarques, avoir eu des préoccupations déjà sur leur corps. Et même si ils mettaient pas en place des choses pour modifier leur corps, ils me disaient, mais moi je suis restée longtemps à me dire que mon corps il était pas bien, il était pas comme il fallait, il était trop gros pour faire de la danse, il était trop gros pour être quelqu'un de bien, en fait. Juste, ils avaient intégré cette idée-là, et à un moment donné ils ont développé derrière des troubles. C'est complètement dur, hein. Ouais, c'est terrible. Et que dirais-tu qu'est-ce qu'une maman ou un papa doit dire à son ado qui vient le voir en disant je suis pas à l'aise dans mon corps, je me sens pas bien, je sens qu'il faudrait que je perde un peu de poids? Je pense qu'il faut déjà essayer de comprendre, d'écouter son ado, d'écouter son enfant, son ado, sur ce qu'il ressent, essayer de
pousser un petit peu les questions justement pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi et pourquoi est-ce qu'il pense qu'il a besoin de perdre du poids finalement pour se sentir mieux. Et après, ça va être tout un échange aussi sur la question de la valeur ne dépend pas de l'apparence, d'essayer de l'aider en fait à dissocier ça. Lui rappeler tout ce qui vaut justement, toutes ses qualités et l'aider à se détacher du regard des autres, à ce phénomène de comparaison, à ce phénomène d'apparence et lui rappeler que sa valeur, elle va bien au-delà en fait. Et je pense que ça joue aussi, c'est d'apprendre la confiance en soi. C'est ça. Et cette confiance en soi, on la gagne finalement aussi avec l'éducation parentale, des compliments, de ne pas être avare quand il y a des choses qui se passent bien, quand on est fier d'eux. C'est hyper important. Et d'être fier d'eux, pas parce que ils ont absolument réussi à avoir un 20 sur 20 ou réussi une performance sportive ou réussi à perdre du poids, encore moins hein, surtout. Mais justement leur montrer que la valeur, elle va au-delà de ça. Et justement, la place des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu suggères par rapport à ça? Comment on doit éduquer nos enfants par rapport à l'image, à la société? Moi, je suis fâchée, hein, de toute façon, les filtres et tout. Non, mais en vrai, c'est hyper dur parce que... c'est hyper dur parce qu'on peut pas les restreindre non plus parce qu'après ils se sentent en décalage par rapport aux autres. Donc c'est pas l'idéal. L'idée c'est pas forcément de couper les réseaux sociaux non plus, mais c'est peut-être d'apprendre à mieux s'en servir et à mieux identifier les choses, à être plus critique en fait sur ce que les ados vont voir sur les réseaux sociaux. Et ça, en tant que parent, on peut peut-être les accompagner là-dedans, leur rappeler juste par exemple que il y a la majorité des images, elles sont retouchées. Elles ont des filtres, que la majorité des images, elles sont aussi posées et mises sur le réseau social parce que elles véhiculent quelque chose de beau, d'esthétique, etc. Enfin, et que c'est pas la réalité, que c'est pas la vraie vie, de les ramener justement à ce que c'est que la vraie vie et les aider à critiquer aussi des messages qui pourraient être problématiques. Mais c'est toute une éducation finalement aux médias, aux réseaux sociaux qu'il faudrait faire et qu'il faudrait faire pas que en tant que parent, qu'il faudrait faire à l'école en fait. Ouais, c'est vrai. Et il existe des comptes qui te montrent avant ou après, ou tu sais, les personnes qui se tiennent d'une certaine façon, finalement, quand tu les vois sur le vrai profil, elles ont un petit ventre, ou alors photoshopé ou pas. Et je trouve que ça fait du bien. Limite, il faudrait un petit moment à passer avec notre enfant en disant, écoute, voilà, c'est ça. La réalité, sache que ce que tu vois, c'est avec le prisme là. Et... Il y a des campagnes d'ailleurs qui avaient été faites par Dove, qui étaient hyper intéressantes sur le sujet, qui montraient l'impact du réseau social sur les troubles alimentaires et l'impact des filtres, etc. Et il y a des vidéos qui sont très bien faites, je trouve, et qui sont très parlantes quand tu les regardes. Tu te dis mince, en fait, c'est comme ça que ça se passe et effectivement, ça te remet un peu à une juste place. Et ça peut être hyper intéressant de faire des temps comme ça avec son enfant, son ado, pour lui rappeler que c'est pas la réalité le réseau social. Et aussi rappeler que la personne avant de poster sa photo, elle en a peut-être 25 autres. Aussi. Mais c'est pareil pour les parents quand on voit des trucs. Leur salon est rangé, toi t'es là, tu te dis mais chez moi c'est le bazar. Une petite partie du salon où il y a la photo est rangée, pas le reste. C'est exactement ça. Et pourquoi certains jeunes sont plus sensibles à ça? Il va y avoir des jeunes qui vont avoir moins confiance en eux. Je pense que c'est les jeunes qui ont moins de confiance en eux, une moins bonne estime d'eux, qui vont plus être dans la comparaison en fait avec les images qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux et qui du coup vont être plus impactés. C'est plus ça. Quelqu'un qui a confiance en ce qu'il est, ce qu'il vaut, etc. Il va avoir des images, ça va pas forcément l'impacter. Le problème des réseaux sociaux, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est l'exposition aux images idéalisées qui va créer l'insatisfaction corporelle chez certaines personnes, ou la majorer en tout cas. Donc c'est vraiment les images en soi et chez des personnes qui du coup ont déjà peut-être une mauvaise image d'eux ou une mauvaise estime d'eux en fait. Et une question qui me vient comme ça, c'est la notion de miroir. Je sais qu'il y a des personnes, en tout cas j'ai quelques patients comme ça, qui ont viré carrément les miroirs chez eux, qui n'aimaient pas se voir. T'en penses quoi, toi, d'un point de vue psychiatrique? Je suis partagée, je dirais. Je pense qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien, en fait. Oui, bien sûr. Je pense que ça dépend de chaque personne. Le fait de ne pas se voir en permanence, ça peut être aussi une façon de fuir, quelque part. Le fait de pas accepter son image et de se voiler un petit peu la face et de se dire je fais l'autruche, je me vois pas et puis comme ça va. Je pense que c'est pas la meilleure solution dans ces cas-là.
et que ça vaudrait le coup pour ces personnes-là de pouvoir réapprendre à faire la paix avec ce qu'elles sont et peut-être le faire de façon accompagnée dans ces cas-là. De le faire de façon accompagnée avec une psychologue, avec un psychiatre, avec une psychomotricienne aussi. Ça peut être, il y a plein de choses qui sont possibles de faire, mais pouvoir faire la paix avec ce corps sans forcément le trouver beau. Enfin, c'est pas ça l'idée. On se trouve pas forcément beau, mais au moins d'être en paix avec ça, au point que j'ai pas besoin de fuir mon reflet, de fuir mon image. C'est vrai que la fuite, c'est aussi un symptôme qui est pas bon. Ça peut être à un moment donné une solution, mais je pense que sur le long cours, ça ne l'est pas. Ouais, ça peut être à un moment donné comme un pansement qui me permet de moins souffrir, peut-être, le temps de travailler. Et donc, s'il y a cette question de régime, cette question même des miroirs, ou en tout cas des alertes, tu parlais de prise ou de perte de poids, d'isolement. Enfin, de toute façon, si on est inquiet de manière générale, donc on consulte. C'est ça, au plus vite. Déjà le médecin traitant, au minimum. Bon, c'est la première personne qu'on consulte, c'est le médecin traitant. J'imagine aussi que des fois, les jeunes ont du mal à parler de cette situation à son parent. On peut peut-être proposer aux parents de laisser le jeune avec le médecin. C'est aussi possible, oui, ça aussi, je pense que c'est très important. Vraiment, je pense que c'est très important qu'on le propose pas assez, en fait, aux jeunes. Mais s'ils sont OK, si les parents sont OK, je pense que c'est bien d'avoir un temps d'échange qu'avec le jeune. Ouais, moi, j'ai quelques patients qui ont il y a beaucoup de culpabilité parfois. Je sais pas si c'est quelque chose que tu relèves souvent, mais c'est vrai que le rapport à la famille, il est, enfin, même de manière générale, je pense que quand on est malade ou quand on va pas bien, quand on pense à nos propres parents, ça peut être dur aussi. Donc, quelque part, je me dis que c'est assez logique qu'on puisse laisser ce temps-là aux jeunes pour qu'ils puissent parler et se confier. Sans avoir peur de faire souffrir sa famille. C'est quelque chose qui revient beaucoup, effectivement. La culpabilité déjà d'avoir des symptômes psychiques. La maladie mentale, malheureusement, c'est encore extrêmement stigmatisé. Et l'impact que ça peut avoir sur les proches. Moi, je travaille avec un réseau de prise en charge des enfants obèses et ils ont un système de financement avec des consultes psy et diète. Et je trouve que c'est vraiment incroyable, au moins pour lancer la prise en charge. Est-ce que ça existe dans d'autres régions? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour des problématiques psy de l'ordre des conduites alimentaires? J'ai pas notion qu'il y ait des choses très, très spécifiques, remboursées. Malheureusement, on a très peu d'offres de soins par rapport à la demande. Sur tout le territoire français, par rapport aux troubles alimentaires. Donc, il y a des centres spécialisés qui existent avec des consultations, des hôpitaux de jour, des hospitalisations temps complet qui regroupent toujours des équipes pluridisciplinaires dans ces cas-là. Donc, il y a toujours au moins un somaticien, un diététicien et un psychiatre ou psychologue. Mais c'est des structures qui, malheureusement, ne sont pas suffisantes pour accueillir le nombre de personnes qui souffrent de troubles. Donc, il faut qu'on ait plus de moyens pour aider les jeunes. Plus de moyens, c'est sûr. En tout cas, si on peut financer ça, des fois il y a les mutuelles quand même qui prennent en charge. Ça, c'est important de le dire. Il faut pas avoir peur de consulter. Des fois, ça permet de débloquer des choses en libéral, exactement. Tu dis psy, mais il peut y avoir aussi nutritionniste. L'idéal, quand on souffre de troubles alimentaires, c'est vraiment d'avoir un médecin généraliste, un psychiatre ou psychologue et un diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires. Et il faut savoir aussi qu'on ne pèse pas forcément à chaque fois le patient. Bon, après, ça dépend. Il y a un cliché, tu confirmes. Mais des fois, les jeunes, ils ont peur. Justement, ils viennent... j'ai pas trop envie qu'on me pèse. Et moi, je sais que dans le discours, je suis beaucoup aussi dans la confiance, dans ce qui se passe à la maison, parce que de toute façon, un poids, c'est un poids. Ça dit pas forcément aussi si on va bien ou pas, quoi. Non, complètement. Le poids ne veut pas tout dire, déjà. Et à part dans des situations très extrêmes où on est obligé de surveiller finalement de façon très régulière, effectivement, l'idée, c'est aussi de défocaliser sur cette question de poids parce que le trouble alimentaire, ça va bien au-delà. Est-ce que tu es OK de répondre à un petit vrai-faux? C'est l'habitude ici. Vas-y. Une ado qui saute des repas ou refuse des aliments a forcément un TCA. Faux. Tu veux développer? Non, ça peut être très passager. On peut sauter un repas parce qu'on a mal vécu un truc dans la journée, une émotion ou quoi que ce soit, ou même une gastro, j'en sais rien. On dédramatise. Mais un enfant qui saute un repas, c'est pas la même. Un repas, non, faut pas s'alerter. C'est la répétition. Ok. Vrai faux numéro 2. Les garçons aussi peuvent souffrir de troubles alimentaires. Vrai. C'est moins fréquent, mais ils sont également touchés par les troubles alimentaires. Ouais, donc il faut en parler aussi. Bref, faux numéro 3, les régimes peuvent être un déclencheur de TCA chez les ados.
Oui, carrément. On vient de le dire, vraiment, il faut encadrer et puis il n'y a pas de petit régime ou de rééquilibrage ou de je fais attention. Il faut vraiment avoir... en gros, si on doit retenir quelque chose de l'émission, moi j'ai envie de dire c'est ça. C'est pas de régime, point. Pas de régime. Et puis aussi, on prend au sérieux cette histoire de je fais attention, gna gna gna. On s'inquiète à ce moment-là. Exactement. Vrai faux numéro 4. Les parents n'ont aucun pouvoir pour prévenir les TCA si leur enfant est vulnérable. Faux. Yes. Les parents peuvent faire des choses. On peut faire des choses en tant que parents. On peut amener à des facteurs protecteurs vis-à-vis des troubles alimentaires. On peut aussi diminuer la vulnérabilité en changeant sa propre vision aussi des choses, du poids, du corps, de l'alimentation, en s'ajustant juste dans son discours et dans son comportement. En s'ajustant, peut-être en lisant, en favorisant le climat familial, on peut changer la donne aussi, quoi. Et c'est chouette de se dire aussi qu'on peut évoluer si nous-mêmes on est, on va dire, un peu rigide ou si on a des troubles, même nous-mêmes, on peut dire ça. On peut aussi en parler différemment, peut-être travailler là-dessus. Ouais, complètement. Il faut. Merci beaucoup, Camille. Tu nous as vraiment aidé à comprendre les troubles des conduites alimentaires. Je pense que c'était important de faire ce point-là. C'est hyper précieux. Est-ce que tu peux me dire où on retrouve ton travail? Parce que tu es très active et militante. Militante TCA. Ouais, c'est ça. On retrouve mon travail surtout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en fait, sous le nom de doc.tca. Et après, j'ai écrit un livre, il y a un moment déjà maintenant, mais 2 ans, qui s'appelle « Jeune régime minceur, la grande manipulation ». Et ça vient déconstruire en fait des idées reçues qu'on peut avoir sur l'alimentation, le poids, le corps, l'apparence, l'activité physique. Des idées reçues qui peuvent malheureusement nous mener à des désordres alimentaires. Donc ça peut permettre aussi de réajuster son propre comportement en tant que parent en lisant ça, de pouvoir prendre conscience de certaines choses qui sont malheureusement des choses très spontanées, des fois très invisibilisées aussi. Et justement, ce livre, tu proposes aux parents, mais est-ce qu'il peut être lu aussi par leurs enfants, si besoin? Oui, plutôt des ados, plutôt des ados que des enfants, parce que ça reste un livre de vulgarisation médicale, donc mais grand public, donc voilà, ça peut se lire par les ados. Alors aujourd'hui, on a compris ce que c'était que les troubles des conduites alimentaires. Interviendra ensuite un autre docteur, le docteur Hugo Augustin Saoudi, qui est psychiatre spécialisé dans les TCA, et on parlera justement des traitements, ce qu'on peut mettre en place. Donc ce sera vraiment la partie numéro 2, on va dire, dans les suites de cet épisode. En tout cas, merci 1000 fois. On va aller voir sur les réseaux tout ce que tu fais. Moi, je connais, j'adore. Je suis archi fan. Et je suis sûre que ça va aider vraiment plein de gens qui nous écoutent. Peut-être à écouter aussi en famille, si besoin, une fois si ça a été écouté par vous, adultes, et peut-être en parler. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.